Je pense. Est-ce que tout le monde a ce qu'il lui faut, à boire, à manger? Tout bon? Parfait. Eh bien, bienvenue tout le monde. Moi, je suis Maëlys, je suis médiatrice scientifique au Créa Mont-Blanc. Je vous fais une petite intro juste pour vous présenter l'asso, puis après je laisserai la parole du coup à Marjorie, qui est notre intervenante du jour. Hop, ouais, merci. Nous, le Créa, si jamais vous ne connaissez pas, on est un centre de recherche, on est basé à Chamonix, on est en face du tennis, dans l'ancien bâtiment de Joseph Vallot, si c'est un nom qui vous parle, un illustre scientifique de notre vallée dont on essaie de poursuivre l'héritage. Et notre mission principale, c'est d'explorer les changements climatiques, enfin les effets du changement climatique, et des activités humaines sur les écosystèmes de montagne. Et on essaye notamment de partager en fait ces connaissances avec les citoyennes et les citoyens. On a vraiment cette vision que la recherche, elle ne doit pas rester dans une forme d'entre-soi. On a vraiment envie de communiquer autour de ça. On pense que c'est important, voilà, que chacun et chacune puisse se saisir de ces connaissances-là pour vous inciter quelque part un petit peu, voilà, à prendre conscience des enjeux autour de ces écosystèmes qui nous entourent. On a la chance d'être dans une vallée particulièrement riche de biodiversité et nous on s'en émerveille beaucoup, donc on a envie de vous transmettre aussi cette passion-là. Donc ça se décompose en fait en différents pôles. On va d'abord avoir un pôle vraiment de recherche, voilà, de mieux connaître les écosystèmes d'altitude et leur évolution. Donc c'est beaucoup des projets de recherche. On a principalement des projets européens. Et puis derrière, on va essayer de diffuser ces connaissances. Comment? D'une part, en développant un petit peu le lien de l'humain à la nature grâce à la découverte de ces milieux. Donc on va avoir des animations de terrain, des conférences comme aujourd'hui où on vous partage les connaissances. Et puis on a une autre mission qui va être d'accompagner les territoires de montagne, où là c'est plutôt en lien avec tout ce qui va être communauté de communes, les mairies, etc. On va essayer, voilà, de dialoguer un petit peu avec les acteurs du territoire. Donc pour ces conférences, alors historiquement elles s'appellent Science Sandwich, en fait c'est des conférences qu'on faisait plutôt le midi où les gens ramènent leur sandwich, mais du coup récemment on s'est dit que c'était aussi chouette d'avoir des formats du soir, voilà, tout le monde n'est pas forcément disponible le midi et puis c'est quand même chouette de partager un petit verre autour de thématiques scientifiques qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et donc c'est des rendez-vous on en a à peu près 6 par an, donc c'est à peu près un tous les 2 mois, mais bon c'est... Ça peut varier en fonction des périodes et puis des gens qu'on reçoit tout simplement. Et puis ça tourne toujours autour de la biodiversité en montagne. Ce n'est pas que nos sujets de recherche à nous. Aujourd'hui, ça va être très orienté Créa, très orienté sur nos méthodes de suivi. Mais voilà, on essaye aussi de s'ouvrir à d'autres thématiques de recherche, mais toujours quand même en lien avec ces écosystèmes de montagne. Donc pour cet agenda, c'est à suivre au fil de l'eau sur nos réseaux sociaux. On est présent et présente principalement, voilà, sur les grands réseaux connus, donc Instagram, Facebook, LinkedIn. Et on a aussi un site web. Et récemment, on a mis en ligne l'agenda. C'était quelque chose qu'on nous demandait beaucoup. Ça paraît rien, mais ce n'est pas si facile à mettre en ligne un agenda. Mais maintenant, il est disponible, donc vous pouvez taper tout simplement creamontblanc.org et vous avez tout en bas de la première page, vous avez notre agenda et à chaque fois, vous pouvez tout simplement cliquer en fait sur l'événement qui vous intéresse et puis vous avez toutes les informations, s'il y a des liens pour s'inscrire, etc. Tout est mis directement ici. Donc pour aujourd'hui, c'est une conférence, comme je vous disais, très créa-centrée, puisqu'on reçoit donc Marjorie, qui en fait est ingénieure de recherche au Créa. Et donc Marjorie, elle est aussi docteure en écologie, donc elle a fait une thèse qui date de 2015 sur les approches taxonomiques et fonctionnelles des interactions trophiques entre grands herbivores et communautés végétales dans un écosystème de montagne. Donc pour vous dire à quel point il y a eu vraiment une filiation dans les thématiques qu'elle aborde, donc une expertise quand même d'une dizaine d'années. Donc j'espère que voilà, vous profiterez de ce moment avec elle, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir échanger dans un cadre aussi convivial. Et donc après ça, elle a eu plusieurs années en tant qu'indépendante, en tant que chargée de recherche en écologie et communication scientifique. Donc c'est aussi quelqu'un qui communique très bien, donc on est super content. Et elle a eu des projets en fait avec le Créa dès 2016, donc c'est vraiment
finalement une de celles qui connaît le mieux, je pense, les suivis au CREA. Et donc aujourd'hui, voilà, elle nous a rejoint officiellement en tant qu'ingénieure de recherche en 2025. Et elle va nous présenter un petit peu toutes nos méthodes de suivi de la faune sauvage. Et donc, je te laisse la parole, Marjo. Merci. Alors du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet des suivis qu'on fait au CREA, j'avais envie de faire un peu un panorama des suivis de la biodiversité un peu dans le temps, du coup en lien avec finalement c'est très en lien avec la vision de la nature que les gens avaient à chacune des époques. Donc au départ, à l'Antiquité, en fait, toute cette première partie, les suivis qui sont principalement mis en place, c'est des observations directes d'animaux et puis aussi des captures pour faire soit des inventaires, des illustrations ou des collections d'animaux. Au début, pendant l'Antiquité, ça avait vraiment pour objectif de décrire les vertus médicinales, par exemple des plantes, mais aussi alimentaires ou symboliques des animaux. Ensuite, au Moyen-Âge, il y a une vision un peu religieuse qui est venue se greffer à tout ça, où du coup l'idée c'était d'avoir des bestiaires et des herbiers médiévaux pour y suivre et y comprendre la parole de Dieu. Ensuite vient la Renaissance avec les grandes explorations, la multiplication du coup des espèces décrites. Donc on est toujours dans l'observation, avec du coup qui mène à du coup des cabinets de curiosité, des herbiers, des premières illustrations naturalistes. Et là, on est dans un système où il n'y a aucun classement, vraiment juste on liste les choses comme elles sont et puis rien n'est organisé. Et la nature est considérée comme un trésor à exploiter ou à admirer. Ensuite vient du coup Linné et le siècle des Lumières, où du coup, là, Carl von Linné, du coup, il va nous mettre en place un système universel de nomenclature qui va permettre du coup de comparer les espèces à travers le monde avec un même langage. Donc on va avoir chaque animal qui est décrit à la fois par un nom d'espèce et un nom de genre, donc unique à chacun. Et à cette époque-là, du coup, la nature, c'est quelque chose qui est assez fixe. Et par contre, à la fin du coup du siècle, il y a Buffon qui arrive et qui va commencer à mettre un peu des idées que ça peut varier dans le temps, tout ça, que c'est pas juste une espèce donnée à un moment donné qui n'évoluera plus jamais. Après, au XIXe siècle, on est toujours sur des observations directes et des captures. Donc là, on a Darwin qui arrive, qui publie du coup l'origine des espèces, et là, on a un basculement de vision. Les espèces, du coup, elles sont plus fixes, mais elles évoluent. Et puis, on a un changement d'objectif, parce qu'on veut comprendre, du coup, les relations entre les espèces, comment elles s'organisent dans l'espace, dans le temps, et on a des premiers inventaires, du coup, comparatifs. Donc ensuite, pendant cette période-là, en 1854, et du coup, un peu à l'interface entre les deux, ici, il y a donc Joseph Vallot, notre illustre scientifique de la vallée qui naît du coup dans cette période-là, un peu de transition. Du coup, à partir des années 1900 jusqu'à 1960, là, on continue toujours d'avoir des observations directes et répétées. Enfin, ce qui s'ajoute, c'est qu'elles sont répétées, parce que du coup, le suivi devient quantitatif. On veut dénombrer les espèces, et du coup, pour ça, on met en place des transects, on met en place des stations biologiques, on revient plusieurs fois sur des sites qu'on suit. Donc on a vraiment cet aspect répétition. On a aussi toujours des captures d'animaux pour les marquer, parce que dans cette période-là, du coup, il y a l'émergence de l'écologie des populations. Donc pour pouvoir estimer un nombre, en fait, on va capturer des animaux, les marquer, les recapturer. Et puis aussi, du coup, on a tout ce qui est lié à l'expérimentation, donc lié aux premières stations biologiques permanentes. Et en parallèle, du coup, dans cette période-là, on a la création des premiers parcs nationaux, mais la conservation, c'est toujours une affaire un peu d'érudits et de chasseurs soucieux du gibier. Et puis ensuite, à partir de 1960, on a l'émergence du coup d'un mouvement environnemental et l'émergence du besoin d'avoir des indicateurs. Il y a toutes les listes rouges qui apparaissent, les conventions pour la biodiversité. On se rend compte que la biodiversité, elle est plus juste inventoriée, mais elle est menacée. Et donc on a besoin d'indicateurs vraiment pour détecter les déclins,
pour détecter comment ça évolue. Et le suivi, du coup, il n'est plus uniquement descriptif, mais c'est vraiment un outil d'alerte, un outil politique. Et du coup, là, on a l'explosion de protocoles standardisés à grande échelle, qui permettent notamment d'estimer des indices d'abondance de population. On a aussi l'émergence des sciences participatives, de l'informatique avec des bases de données partagées à l'échelle mondiale. Donc cette période-là, on a des observations directes et répétées, toujours des captures, des expérimentations, des protocoles à grande échelle et des observations indirectes, du coup, pour suivre la faune sauvage. Entre ces deux périodes, du coup, on a Anne de Lestrade qui naît. Je ne sais pas trop quelle est sa date exacte de naissance, mais je pense que c'est au début de cette période-là. Et qui donc crée le CREA en 1996. Et donc aujourd'hui, on est dans une période où on a la même chose que je vous ai dit avant, mais du coup on rajoute aussi les observations indirectes automatisées ou non. Donc aujourd'hui, on est dans une révolution numérique et une révolution aussi avec les sciences participatives. Donc on a une explosion des sciences participatives, une explosion de l'intelligence artificielle. On met en place des démarches de co-construction entre différents acteurs du territoire. Il n'y a plus les chercheurs d'un côté et le reste du monde de l'autre côté. Vraiment, l'idée, c'est de croiser les connaissances. La biodiversité, elle est vue de plusieurs points de vue. Et puis, surtout, du coup, ce qui fait le lien avec le CREA, c'est qu'on s'intéresse, du coup, on est dans un monde qui change. Et donc, on s'intéresse à comment le changement climatique, les activités humaines, la déprise agricole, tous ces changements globaux, en fait, vont venir impacter la biodiversité et la faune de montagne spécifiquement. Donc voilà, le CREA se positionne un peu dans tout cet historique, à la fois avec toujours des observations en direct, mais aussi, même des méthodes qui sont employées depuis longtemps, avec l'idée de faire des collections. On a Colin qui fait des échantillonnages de bourdons et qui fait aussi des planches d'insectes. Donc on a le Carl von Linné du CREA. Et à l'opposé, on a du coup ce que je vais vous décrire juste après, des méthodes très automatisées qui font appel à l'intelligence artificielle. Du coup, pour commencer, pour vous mettre un peu dans le bain, je voulais vous faire bosser un petit peu, pour que vous réfléchissiez justement, vous, à ces différents outils qui existent avant que du coup je vous les présente, pour savoir un peu ce que vous avez en tête quand on parle de suivi de la faune. Du coup, ce que je vous propose, c'est de choisir une espèce, de vous poser une question sur cette espèce, sur quelque chose que vous aimeriez connaître sur elle, par exemple, qu'est-ce que c'est le régime alimentaire de la grenouille rousse ? Et ensuite, du coup, de réfléchir à quelle méthode de suivi vous employeriez pour regarder ça. Et du coup, donc, par exemple, pour la grenouille rousse, la capture et la mort pour regarder ce qu'il y a dans les intestins, par exemple, ou l'ADN environnemental. Voilà. L'idée, c'est que vous preniez le petit papier ou que vous le fassiez dans votre tête. Je vous laisse 5 minutes. L'idée, c'est pas de pondre une question ultra scientifique, hein, c'est vraiment juste de lancer un peu la machine. Une espèce qui vous attire là-dedans, votre animal totem.
Vous avez tous trouvé... Ouais. Est-ce qu'il y a certains qui ont besoin d'encore un peu de temps ou c'est OK? C'est OK. Ouais, du coup, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent bien partager du coup leurs questions et la méthode proposée pour suivre, ce serait cool. Oui. J'ai noté, est-ce que le régime alimentaire, on a dit du chocat avec l'eau, nous permet d'être encore un oiseau en bonne santé? OK. Et donc je me demandais peut-être des prélèvements d'excréments, enfin des analyses d'excréments et puis des analyses ADN sur des cadavres. OK, ouais. Des babans. Carrément, trop bien. Merci. D'autres personnes? Oui, c'est la même chose. La même chose, exactement la même chose. Bah, suivi de l'alimentation par les Ok, sur quel animal? Sur le chocar. Sur le chocar aussi, ah ouais. Oui. Justement, sur le bagage, qu'est-ce que ça permet de donner comme données supplémentaires? Ouais, bah sur le bagage, on est plutôt sur du coup du suivi individuel, à la fois pour estimer du coup des abondances de population, et puis aussi pour faire des analyses de survie, voir combien de temps survit un animal. Et puis pour le chocard, du coup, l'idée c'est de voir aussi avec quel autre animal il peut s'associer, enfin les liens qu'il y a entre les individus, les liens sociaux quoi qu'il y a entre les individus. Comprendre ça. Le bagage, ouais. Du coup, c'est des petites bagues en fait qui sont mises aux pattes des oiseaux. Moi, j'avais la gobette alpin. Ouais. Je me disais, j'aimerais bien savoir où ils sont. Ouais. Et quels sont leurs patterns de déplacement un peu. Ouais. Et combien de temps ça prend pour le changement de plumage? Je me disais des caméras avec des capteurs de mouvement, mais après, il faudrait ouais. examiner sur les mouvements. Carrément. Trop bien. Moi, j'avais une lagopède aussi. Ouais. Plus par rapport au changement climatique et justement les nuits. Parce que ça m'est arrivé d'en voir au mois de novembre complètement blanc. Ouais. Il n'y a pas du tout de neige. Pareil, et piège photo, ouais. Super. Je disais caméra cachée, moi. C'est presque ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent... J'avais les mêmes questions sur le lièvre variable, ouais. comme le lagopède. Bon, je ouais. l'observais déjà aussi, moi, mais après, ce qui est intéressant de savoir, c'est à quelle altitude il vit, ouais. quelle altitude, enfin, supérieure, inférieure, etc. Et puis, le nombre de populations. Alors, la méthode pour observer par des caméras ou de l'observation directe, ouais. Avec du comptage, j'imagine. Ouais, complètement. Ou avec de l'acoustique, ça peut le faire aussi. Ok, Moi, ce qui m'étonnait, c'est de ne pas voir le bouquetin. Ouais, on n'a pas mis le bouquetin parce que en fait, là, c'est que des espèces qu'on suit au créa et on ne suit pas le bouquetin. Ah. C'est le seul que j'ai écrit depuis la semaine où je suis là. C'est quoi, c'est suivi par l'ONF ou l'ONF, non, l'ONF c'est l'Office national des forêts, eux ils font pas de ça. Il y a l'OFB qui fait des suivis de bouquetins, mais du coup c'est plutôt en Beldon, par exemple. Enfin, en tout cas, ceux avec qui on est en lien. Ok, bah super, ça fait un beau panorama de ce qu'on fait au CREA, donc en tout cas de la diversité de méthodes de suivi qu'on a. Donc on a en effet les pièges photos. Par rapport à toi, la question que tu posais sur les lagopèdes par rapport au déplacement et tout, ça aurait pu aussi être possible de mettre par exemple des petits GPS sur les animaux. Et donc bon là, il y a des colliers GPS mais sur les ongulés, mais c'est aussi possible de le faire sur les lagopèdes. Il y a en effet du coup la récolte de fesses pour le régime alimentaire, les enregistreurs acoustiques pour les oiseaux ou les insectes. Et puis là, j'ai rajouté du coup le nichoir pour le suivi de la phénologie des oiseaux. Donc nous, c'était de la mésange noire. C'est un suivi là qu'on a arrêté, mais qui a perduré pendant une dizaine d'années. Et du coup, dans les autres suivis qui existent, donc comme vous avez dit, les observations visuelles, les points d'écoute, les captures, donc le bagage, soit pour les oiseaux, soit les colliers pour les ongulés par exemple, la récolte de poils pour identifier par exemple les rongeurs. Voilà, ce genre de choses. Donc les méthodes de suivi de la faune qu'on utilise au CREA, elles sont généralement non invasives. Elles sont déployées sur plusieurs zones d'études. Donc nous, on a 3 zones principales d'études, donc le plan de l'aiguille,
Pécleret et Loria, donc là on est juste dessous Loria. Donc ça c'est vraiment des sites de suivi à long terme. On a vraiment à cœur de faire des suivis sur plusieurs années, voir comment ça évolue, notamment avec le changement climatique. Généralement, nous, nos suivis, ils sont faits le long de gradients altitudinaux, étant donné qu'on est en montagne. Et aussi, on essaye de faire le lien avec d'autres protocoles issus d'autres laboratoires de recherche. Donc, par exemple, un protocole qui s'appelle Hors-champ, qui est développé par le laboratoire d'écologie alpine à Grenoble. Et du coup, eux, ils ont certains gradients qui sont positionnés à certains endroits dans la vallée. Et du coup, on essaye de s'associer avec eux pour le positionnement de certains de nos suivis aussi, pour avoir une information un peu globale. Donc face à toute cette diversité de méthodes, comment on fait pour choisir celle qui nous convient finalement ? Parce que pour une espèce donnée, il peut y avoir, comme vous avez dit, plusieurs possibilités. Par exemple, si on veut étudier le lagopède, on peut soit mettre des pièges photos, soit mettre des enregistreurs acoustiques, soit faire des points d'écoute. Donc comment on fait pour choisir en fait ce qui nous convient le mieux ? Donc le choix, il dépend de plusieurs critères. D'abord de la question scientifique qui est posée. Donc forcément, on ne va pas avoir le même protocole pour estimer une abondance ou pour déterminer le régime alimentaire. Ça va dépendre aussi de l'abondance de l'espèce, parce que du coup, une espèce rare comme le lièvre ou le lagopède, par exemple, ça va être plus difficile à détecter, alors que le chamois, c'est vraiment ultra simple. Donc là, l'intérêt des pièges photos, par exemple, il est super important. Ça va dépendre de la sensibilité de l'espèce en termes de dérangement. Donc, est-ce que la capture ou la visite peut entraîner la fuite des individus à long terme ? Donc là, pour nous, pour les mésanges, typiquement, les nichoirs sont super... c'est adapté parce que c'est des espèces qui supportent très bien le dérangement. Donc, on peut vraiment faire des suivis où on passe toutes les semaines et il n'y a pas de souci. Après, ça va dépendre aussi des moyens humains, temporels et financiers disponibles. Si on est une petite équipe ou un gros organisme, ça va influencer du coup le protocole qu'on va pouvoir mettre en place. Ça va dépendre des compétences et des expériences des observateurs ou des agents. Est-ce qu'on a affaire à des professionnels, des gens qui ont l'habitude de passer du temps dans la nature, de faire des protocoles, ou est-ce qu'on a affaire à des citoyens plutôt avec la science participative ? Ça ne va pas du tout être du coup le même degré de demande qu'on va faire pour chaque protocole. Et puis, ça va dépendre aussi de l'échelle spatiale de l'étude. Est-ce qu'on est sur une étude locale où on peut vraiment mettre le paquet sur, par exemple, positionner des pièges photos sur vraiment un quadrillage très restreint, ou est-ce qu'on est sur une échelle nationale et dans ce cas-là, il faut réfléchir les choses différemment parce qu'on ne peut pas, par exemple, mettre des pièges photos dans toute la France, quoi. Donc moi, là, on va vous parler principalement des pièges photos. Donc les pièges photos, c'est un suivi qui a été mis en place par le CREA depuis 2018. Alors les pièges photos, comment ça marche ? Donc ça, c'est un piège photo. Donc c'est un boîtier comme ça, avec ici la lentille qui prend la photo. Ici, on a le détecteur de mouvement qui fait aussi détecteur infrarouge. En fait, quand il y a un animal qui passe devant, ça déclenche le piège photo, mais aussi quand il y a une différence de température entre l'animal et l'environnement, ça déclenche aussi. Du coup, ça permet de prendre des photos la nuit. Ici, dans cette partie supérieure, on a les capteurs infrarouges. Ici, les petits ronds, là, c'est juste des tests, enfin des lumières qui nous permettent de tester en fait l'angle de vue de l'appareil quand on le positionne. Donc on peut se déplacer devant et on voit quand ça s'arrête de clignoter, c'est qu'on est hors du champ de vision, et comme ça nous permet de mieux positionner sur le terrain. Et puis à l'intérieur, du coup, on a 12 piles. Nous, on utilise du coup des piles rechargeables. Là, on peut mettre la carte SD, et puis ensuite, on a les différents programmes pour lui dire de déclencher. Par exemple, nous, on lui dit de déclencher à chaque fois qu'il y a un animal qui passe devant, on lui dit de prendre 3 photos. Il prend des timelapses, donc des photos, une photo par jour à une heure donnée. Nous, il pourrait prendre des vidéos, mais on a décidé de ne pas prendre de vidéos parce que ça prend trop de batterie. Et du coup, il y a aussi en haut des petits capteurs pour le son, que je ne vois pas là d'ailleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Donc voilà comment c'est un piège photo qui, nous, est généralement protégé dans un caisson.
et attachés du coup sur un arbre ou sur un rocher avec un cadenas. Alors pourquoi les utiliser, les pièges photos? Donc, c'est une alternative aux observations directes qui sont limitées dans le temps et qui sont coûteuses. C'est beaucoup plus simple de laisser un piège photo qui va prendre tout le temps les photos des animaux qui se passent devant, plutôt que d'aller faire des points où on va aller observer les animaux X fois. C'est non invasif, ça permet de suivre une multitude d'espèces, c'est en plein essor, et puis du coup, comme je vous le disais, c'est un suivi phare au CREA depuis 2018. Et du coup, ça permet de répondre à quelles questions? Donc, par exemple, comment le lièvre variable occupe-t-il les différents habitats au cours de l'année? Quel est l'effet du pastoralisme sur l'occupation de l'espace par les ongulés sauvages? Comment les activités récréatives comme la randonnée, le trail ou le ski influencent le rythme d'activité des animaux? Donc ça, c'est le genre de questions qu'on se pose au CREA dans différents projets. Alors après vient la question de « Ok, on veut faire un protocole avec des pièges photos, mais où est-ce qu'on les pose et combien on en met quoi ?» Donc la première, c'est de réfléchir à la zone d'étude. Donc nous, il y a assez peu de questions à se poser. Il y a nos 3 sites d'études historiques du CREA, qui déjà nous limitent un peu dans l'espace. En tout cas, on a décidé de se limiter pour l'instant à cela. Et après, par rapport au nombre de pièges photos à poser, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut penser aux analyses en fait, qu'on va faire après. Sachant que du coup, la robustesse et la fiabilité des résultats, elles constituent un objectif vraiment majeur des suivis scientifiques. C'est vraiment indispensable pour avoir des résultats qu'on peut communiquer et sur lesquels les personnes peuvent se baser en se disant « Ok, c'est vraiment la réalité, quoi ». Et du coup, pour ça, ça dépend d'un échantillonnage de qualité et suffisant en termes de quantité de données. Donc un échantillonnage, c'est quoi? C'est le protocole mis en œuvre pour récolter un échantillon. Donc par exemple, ici on a une population de chamois, par exemple, et on va faire un échantillonnage, c'est-à-dire qu'on va tirer au hasard en fait, des individus, et donc ça va nous constituer un échantillon qui va du coup être représentatif de la population. Mais du coup, la question c'est combien on veut d'échantillons, quoi. Combien de pièges photos on veut poser pour avoir une vision qui soit représentative de la population, par exemple, de chamois qu'il y a sur ces zones-là du massif du Mont-Blanc. Donc pour ça, en fait, on fait des tests. Donc nous, au CREA, vu que les suivis ils ont commencé en 2018, on avait un pool de pièges photos au départ qui a été de plus en plus important au fil du temps. Donc c'est pas forcément le bon exemple où on se dit « Ok, on installe tant de pièges photos », mais souvent on a besoin d'une étude un peu pilote qui nous dit « Ok, ça nous donne ces informations-là, c'est suffisant par rapport à la question qu'on s'est posée, donc on n'a pas besoin d'augmenter le nombre de pièges photos, ou alors oui, c'est nécessaire parce qu'on n'a pas des résultats assez précis. » Mais du coup, là, ce que je voulais vous montrer, c'était le fait que, en fait, c'est les... Ici, on regarde la probabilité d'occupation du chamois selon différents milieux. Donc, c'est la probabilité de le trouver en forêt, dans les landes ou en pelouse. Et les modèles qu'on a fait tourner, là, ils ont été faits sur un nombre variable de pièges photos. Donc, ces résultats-là, ils viennent de 18 pièges photos qui ont été tirés au hasard dans notre pool total de pièges photos. Et ces résultats-là, ils ont été sortis à partir des 58 pièges photos, donc des 58 qu'on a dans le massif du Mont-Blanc. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la moyenne, ici, elle est sensiblement pareille, quel que soit le nombre de pièges photos. Mais par contre, l'incertitude qu'on a autour de la moyenne, elle est beaucoup plus grande avec un nombre de pièges photos restreint. Donc, c'est ce genre de résultat, en fait, où... Si par exemple, nous, l'objectif c'est de savoir est-ce qu'il y a des différences d'utilisation de l'habitat, si on veut voir des différences, il faut que les barres ici ne se chevauchent pas entre les différents milieux. Donc plus c'est précis, plus on peut voir des différences entre les différents milieux. Donc l'objectif c'est d'avoir le plus de pièges photos possible. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, ok, même si on a peu de pièges photos, on a quand même un signal et on peut avoir une idée de ce qui se passe quand même globalement dans notre zone, quoi. Ce qui ne nous mène pas forcément du coup à ma question initiale qui était combien de pièges photos.
mais parce qu'on n'aura pas de réponse vraiment toute faite, mais l'idée c'est plus on en a, du coup, plus les résultats sont précis, et mieux c'est, mais si on n'en a pas beaucoup, on peut quand même dire des choses, quoi. Donc ça, c'est la carte des pièges photos qu'on a posées dans le massif du Mont Blanc. Donc il y en a 58 depuis 2018. Et ils sont positionnés le long de gradients altitudinaux, ici, là, dans les différentes zones. Et ils sont aussi positionnés dans différents milieux, donc à la fois la forêt, les landes, la pelouse ou les milieux rocheux, comme on voit avec les différentes couleurs. Et comment on pose un piège photo sur le terrain? Donc pour ça, nous, notre objectif, c'est de capter le plus d'animaux possible quand on pose un piège photo, ce qui n'est pas le cas de tous les protocoles. Il y a certains protocoles où on va poser vraiment le piège photo de manière aléatoire. L'angle de vue va être aléatoire aussi, et ça va ensuite plutôt permettre d'estimer des abondances de population. Mais pour ça, il faut une énorme quantité de pièges photos. Donc nous, on est plutôt sur l'idée de, on veut capter les animaux, et donc pour ça, on va les positionner de telle sorte qu'ils prennent les animaux, enfin le maximum d'animaux en photo. Donc on va les poser sur des centres pour capter les animaux. Par rapport à l'orientation, on ne va pas les mettre au sud pour pas qu'ils soient illuminés, enfin qu'ils ne soient pas éblouis par le soleil la plupart du temps et que ça fasse des photos complètement à contre-jour, quoi. Par rapport à la hauteur, on les positionne généralement à cette hauteur-là, 1m40, 1m50, pour prendre du coup plutôt la grande faune. On va les mettre dans des pentes de moins de 35 degrés du coup, pour limiter les risques de destruction par les avalanches, même si ça arrive malgré tout qu'il y en a certains qui ne survivent pas à l'hiver. Par rapport à la distance au sentier, on va les mettre à plus de 25 mètres pour limiter l'effet du dérangement humain. On va les mettre dans différents milieux. Et puis, on va prendre aussi en compte l'enneigement en hiver. Enfin, là, ici, dans la vallée de Chamonix, il y a certains pièges photos qui passent vraiment tout l'hiver sous la neige. Mais bon, on peut pas vraiment faire autrement. Mais pour certains qui sont un peu en limite, on va les positionner un peu plus haut sur l'arbre de façon à ce que ils puissent quand même prendre des photos en hiver et qu'ils ne soient pas complètement ensevelis, quoi. Pour récolter les données, du coup, on fait 2 passages par an sur les 58 pièges photos. Un passage au printemps après l'hiver et un passage à l'automne avant l'hiver. À chaque fois, du coup, on change les cartes SD, on change les piles rechargeables et la batterie parce que certains, du coup, sont sur batterie. Et puis, on vérifie les photos. Enfin, s'il a bien pris des photos, 3 photos à chaque fois, 3 photos par séquence. L'angle de vue, est-ce qu'il a bien pris le timelapse, donc les photos tous les jours, et puis la date et l'heure, parce qu'il y en a certains des fois qui se décalent. Et donc après avoir récolté les données, et même en récoltant les données, parce que du coup on regarde sur notre téléphone ces photos-là, on s'émerveille. Donc voilà quelques belles photos, magnifiques photos même, issues de certains de nos pièges photos. Et certaines qui sont bien drôles. Et une fois qu'on a du coup cette énorme quantité de photos, parce qu'on en a vraiment une énorme quantité de photos, il va falloir les identifier. Donc pour ça, la première étape qui a été faite quand on a commencé les suivis de pièges photos, c'est qu'on a constitué une base de référence. Donc ça, c'est Anne, qui est en train de taguer des photos. Elle en a tagué des milliers. Mais avant, la première étape, c'est qu'il y a une intelligence artificielle qui floute toutes les photos où il y a des humains, s'il y en a. Donc comme ça, on ne regarde pas les photos avec les humains, on ne sait pas qui est passé, quoi. Pas de risque qu'on vous reconnaisse sur les photos si vous passez devant. Et donc l'étape 2, c'est la classification des photos par un expert ou une experte pour constituer une base de référence. Et ça, vraiment, c'est vraiment des heures de travail parce que du coup, il faut passer chaque photo et noter quel animal on a vu dessus, quel nombre, et enfin quelle espèce du coup. Et ça prend du temps. Et une fois que cette base de référence elle a été constituée, en fait, ça a permis d'être utilisé pour de l'intelligence artificielle. Et donc maintenant, on fait appel à DeepFawn, qui est un logiciel d'intelligence artificielle développé
au CEF, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, qui permet du coup de détecter les animaux sur la photo, donc il fait une boîte comme ça autour de chaque animal, de chaque individu, et puis ensuite il attribue un score de classification. Donc ici il est sûr à 100% que c'est du chevreuil. Et donc il fait ça pour toutes les photos, et donc après ça nous sort un tableau avec vraiment listé toutes les espèces vues sur chaque photo, le nombre et le score de classification. Mais du coup, comment vraiment apprend une intelligence artificielle? Et là, je propose un petit jeu. C'est en fait un ancien doctorant d'un ingénieur d'études du LECA qui a fait ce jeu-là dans le cadre de je ne sais plus trop quoi. Mais il a gagné Too Many Requests. T'as trop joué, Maëlys. Je suis un peu accro. Du coup, vous êtes une intelligence artificielle et vous allez devoir identifier des espèces que vous ne connaissez pas. Donc vous allez être dans un monde imaginaire, dans une planète très lointaine, avec des animaux vraiment inconnus, avec des noms vraiment très très bizarres. Donc bonjour camérapods, je suis le docteur Muonic, chargé du suivi de la biodiversité de la planète Afagrax. J'ai disposé des pièges photos sur toute la planète pour photographier les espèces sauvages. Pour m'aider dans ma tâche, tu vas apprendre à reconnaître les espèces sur les images récoltées. Pour la première phase de ton apprentissage, on va commencer par une série facile, pas de stress, l'échec fait partie du processus, donc ça va être une suite de succès et d'échecs en fait. PS, il n'y a pas de limite de temps, tu peux prendre aussi longtemps que tu veux pour répondre. Alors là, quel est cet animal? Il faut que vous donniez un nom. Dites, allez-y, vous pensez que c'est lequel? Blorgaxmore. Celui-là, ouais. Correct, Blorgaxmore. Les fesses, c'est Blorgaxmore. Ensuite, celui-là. Smorluxus. Pas, c'est faux, c'est un Schmizelx. C'est celui-là. Schmizelx. Celui-là. Blorgaxmore. Encore? Minurgilis. Le dernier. Et non, c'était un Blorgaxmore, je vous l'avais dit. Ensuite, celui-là. Orpopox. Minurglis. Allez, Minurglis. Et non, c'était un Orpopox. Mais ça va venir, vous inquiétez pas. Celui-là. Minurglis? Non, Orpopox? Non. C'était celui-là. Celui-là. Schmizelx? Minurglis? Schmizelx? C'était un Minurglis. Celui-là? Orpopox? Non, Schmizelx? Je sais plus non plus. Je mets Schmizelx. Ouais. Ah non, c'était Smorglus. Et je crois qu'il en reste plus tant que ça. Schmizelx? Correct. Yes. Et de 1. Ah, celui-là, on était au début. Ouais, Blorgaxmore. Yes. Ah, ça, les fesses, on reconnaît. Le rouge, là. Orpopox? Correct. Eh, ça commence à apprendre, là. Schmizelx? Ou Smorluxus? Oui, Schmizelx. Orpopox? Ah non, Smorluxus. Orpopox. Je crois que je ne sais pas combien il y en a. Minurglis.
Correct. Bon, bah, c'est pas mal. Niveau réussi. Donc voilà, bah, si vous voulez du coup jouer chez vous, c'est carrément possible, il y a plein de niveaux. Et du coup, voilà comment on apprend une intelligence artificielle. Elle fait des essais-erreurs comme ça par rapport à une base de référence qu'on lui donne. Et voilà, elle s'améliore. Et l'idée, c'est de vraiment fournir du coup une base de référence avec des animaux dans plein d'environnements différents pour pas que ce soit limite, enfin qu'elle associe l'animal à l'environnement, quoi. Et donc en plus de l'intelligence artificielle, on fait aussi appel à l'intelligence collective. Donc pour ça, je ne sais pas si vous avez déjà participé, mais on a mis en place du coup Wild Mont Blanc. C'est un site sur lequel du coup vous pouvez vous-même aller identifier et classer les espèces que vous voyez sur les photos. Et donc pour ça, en fait, cette idée d'intelligence collective, ça vient d'un statisticien qui s'appelle Galton, qui voulait tester une théorie qui s'appelle la sagesse des foules, qu'il a testée en fait, je ne sais plus en quelle année, en 1906, où en fait il est allé dans une foire agricole, il y avait un bœuf qui était là en plein milieu, et il a demandé aux 800 personnes qui étaient présentes d'estimer son poids, mais sans du tout avoir de connaissances sur les animaux, sur les poids de ce genre d'animal, quoi. Et donc toutes les personnes ont donné un chiffre. Et ensuite, il a fait une moyenne et il s'est rendu compte que la moyenne était vraiment à 9, c'était en livres, parce que c'était en Angleterre, à 9 livres près, la moyenne était correcte, quoi. Et du coup, ça allait dans son sens les foules permettent du coup de donner une vérité, entre guillemets. Et donc nous, c'est un peu sur cette idée-là qu'on s'est basé pour faire Wild Mont Blanc. L'idée, c'est que du coup, chaque photo là est taguée par 30 personnes, et c'est du coup la moyenne de ces photos, enfin de ces classifications-là, qu'on utilise comme information finale. Et en plus du coup d'identifier les espèces, on demande aussi d'identifier les comportements qu'on peut voir dans la séquence, en plus du nombre d'individus et de si vous voyez des jeunes ou pas, et quel sexe pour les adultes. Donc les comportements, ça peut être couché, debout et immobile, se déplace, s'alimente, je ne sais pas. Donc ça, c'est des exemples après de types de comportements. Donc le chamois qui s'alimente et qui est couché, là, sur la gauche. Donc on indique les comportements de tous les animaux qu'on voit sur la photo. Chamois qui se déplace, là-haut. Chamois debout et immobile. Chamois autre. Voilà. Et là, du coup, c'est un petit extract super rapide du pourcentage du coup, de comportement de plusieurs espèces. Donc on a ici eating, donc en train de manger, en train d'interagir, en train de bouger, en train de se reposer, enfin immobile, et debout. Et du coup, ce qui était marrant à mettre en avant dans ce graphique-là, c'était un peu les différences herbivores-carnivores. En vert, du coup, on a les herbivores et on voit qu'ils passent vraiment quand même pas mal de temps à manger, mais bon, on s'y attend, mais bon, au moins on le voit sur les classifications, quoi. Et notamment, du coup, les vaches et les moutons, ils passent encore plus de temps que les animaux sauvages. Et puis, par contre, les carnivores ici, donc le loup, le renard, l'hermine, on voit qu'ils passent beaucoup de temps à bouger, eux. Bon, après, il y aura encore plein d'autres trucs à extraire de ces informations, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment bossé dessus. Et l'idée, c'est aussi de faire le lien avec les suivis GPS. Est-ce qu'on peut alimenter, du coup, est-ce que les suivis GPS et, du coup, les comportements identifiés sur les photos peuvent s'alimenter dans des futures analyses. Et du coup, on voulait vous montrer quelques résultats un peu typiques qu'on a sur ces données de pièges photos. Donc il y a plus d'1 400 000 photos qui ont été prises entre 2018 et 2025. Et il y a eu près de 50% quand même des photos qui étaient des photos vides. Donc ça, elles sont directement éliminées par le logiciel. Et au sein du coup des photos où il y a des animaux, on a le chamois qui est le plus représenté, avec plus de 30% de photos. Ensuite le cerf, le chevreuil, et puis ensuite tous ceux-là qui sont en petit pourcentage, et là on n'a pas représenté ceux qui sont à
moins de 1% ou 5%, je ne sais plus, sur les photos. Et ensuite, on peut faire d'autres types de représentations pour voir un peu leur répartition. Par exemple, ici, au niveau d'un gradient altitudinal qui va du coup de 1170 à 2700 mètres. Là, on a un graphique pour le cerf et là, un graphique pour le chamois pour les différentes années de 2018 à 2024 et pour différents mois, donc de mai à octobre. Et chaque petit carré, en fait, représente un indice d'abondance relative, donc c'est un nombre de photos de cet animal-là qui ont été prises pendant un nombre de jours donné. Donc là, si le piège photo, il a fonctionné 30 jours pendant le mois et qu'il y a eu 15 photos de cerf qui ont été prises, le RAI, du coup, il va être de 0,5 et du coup, de cette couleur-là à peu près. Et plus il y a des photos qui ont été prises de l'animal pendant cette période donnée, plus la couleur va être vers le jaune. Et sinon, à l'inverse, plus ça va être vers le noir. Donc ça permet vraiment de voir très visuellement où se positionnent les animaux sur le gradient altitudinal. Donc on a les cerfs qui sont principalement présents sous 2000 mètres d'altitude. Et puis par contre, le chamois qui vraiment, lui, est présent sur tout le gradient altitudinal. Et puis là, on ne peut pas vraiment le voir, mais ça nous intéresse aussi de voir au cours de l'année comment ça varie, quoi. Est-ce qu'il va être plutôt en forêt pendant l'hiver et ensuite plutôt en pelouse pendant l'été, au printemps? Et puis ensuite, est-ce qu'il redescend? Donc ça va être un peu le genre d'informations qu'on va extraire de ces photos-là. Ensuite, d'autres types de représentations. Ça, c'est une carte du coup qui représente la probabilité de présence du cerf au plan de l'aiguille. Donc ici, la probabilité, si elle est à 1, ça veut dire qu'on a de fortes chances du coup qu'il y ait du cerf. Donc là, sur la zone forestière, tout ce qui est en jaune, c'est sur la zone forestière. Mais par contre, plus on monte en altitude, moins il y a de chances de croiser des cerfs. Donc ici, il y a un peu moins de chances de croiser des cerfs en lande et encore beaucoup moins de chances de croiser des cerfs en pelouse parce que la probabilité d'en croiser, elle est proche de 0. Donc c'est ce type de représentation qu'on peut faire. Et puis, on peut s'intéresser aussi au rythme d'activité des animaux. Donc là, par exemple, selon la distance au sentier au plan de l'aiguille. Donc là, on a représenté pour le chamois, le renard, le cerf et le chevreuil. Ici, on a les heures de la journée, du coup de minuit à minuit, avec les bandes grisées ici qui représentent la nuit. Et donc, on peut voir, par exemple, chez le cerf qu'il est fortement actif plutôt pendant la période crépusculaire, début de nuit, que ceux qui soient proches ou loin des sentiers. Et le chamois, par contre, on voit que quand il est inférieur à 150 mètres des sentiers, il est beaucoup plus actif aux périodes crépusculaires, alors que quand c'est supérieur, quand il est plus loin des sentiers, donc plus de 150 mètres, là, il va quand même avoir une activité un peu plus diurne. Donc pareil, c'est ce genre de choses qu'on va regarder avec donc l'effet des activités récréatives, l'effet des activités humaines sur le rythme d'activité des animaux. Alors là, on va faire un petit interlude, encore un petit jeu, quiz photo. Alors, quelle est cette espèce? Un bouquetin. Ok. Un bouquetin marqué même. Je ne sais pas si vous voyez. Il a des petites étiquettes sur les oreilles. Et ça, c'est des bouquetins du coup qui sont en belledonne, qui sont du coup capturés et ensuite marqués soit avec ces boucles auriculaires, soit avec des colliers GPS pour justement faire des suivis de population d'abondance. Celui-ci, chevreuil, ouais. Et son petit, et son petit de l'année, là. C'est vrai qu'on ne voit pas quand c'est juste la première photo. Là, ici. Ouais, des renards. Des renards qui poursuivent un lièvre. Il y a un lièvre. Ouais.
Et la dernière. Une hermine. Et ce qu'on voit pas, c'est qu'elle a une proie dans la gueule, mais ça, faut faire confiance à Océane. Donc voilà pour les pièges photos. Maintenant, on passe aux enregistreurs acoustiques et je vais laisser Colin vous en parler, le spécialiste. Alors, j'ai pas de jeu sur les enregistreurs. C'est l'idée de vous présenter rapidement un autre type de matériel qu'on utilise au CREA, c'est donc ces enregistreurs acoustiques. C'est des micros, hein, tout simplement, c'est pas plus gros que ça. C'est assez simple d'utilisation. C'est donc un micro, 4 piles, une carte SD, quelques boutons qui nous permettent de savoir s'il a un bon fonctionnement, s'il a des pannes, on se synchronise aussi avec un téléphone dessus pour pouvoir le paramétrer. Notamment parce que c'est la deuxième ligne, c'est des appareils dont on peut gérer assez finement les périodes de fonctionnement. C'est toujours un compromis entre si on les laisse enregistrer tout le temps, ça fait plein de données, c'est super, mais par contre les batteries elles vont durer 2 jours. Quoi. Et dans les sites où on va, où parfois c'est à 2500 à 2700 mètres d'altitude, on n'y va pas tous les 4 matins non plus. Il y a ce compromis de pouvoir le laisser, en général dans le paramètre, il enregistre une fois toutes les 4 minutes ou tous les quarts d'heure. Et ce qui fait qu'on a quand même une forme d'échantillonnage, hein, c'est dans la même idée que ce que tu présentais tout à l'heure avec les points. On a un échantillonnage qui est 1 minute toutes les 5 minutes ou tous les quarts d'heure. Et ça nous permet aussi d'étendre un peu la plage, la période temporelle où on a des données. Alors pourquoi on les utilise? Donc au-delà même de nos usages à nous, hein, c'est des enregistreurs qui sont assez standardisés et utilisés pour des suivis d'oiseaux, pour des suivis de chauves-souris et aussi un peu pour des suivis d'insectes. Et nous, c'est la raison pour laquelle on les utilise. C'est comme les caméras, hein, c'est des outils qui sont passifs, c'est-à-dire ils sont pas, c'est pas invasif, hein, on va les poser quelque part et on va pas déranger les animaux qui nous intéressent. Et là aussi, c'est aussi une technique en plein essor. Les questions qu'on se pose, c'est des questions qui sont au final assez proches de celles qui ont été décrites côté grande faune. C'est savoir quand est-ce que ces insectes sont présents au cours de la journée. C'est aussi savoir quand est-ce qu'ils sont présents au cours de la saison. Et puis parmi ces insectes, il y en a quelques-uns qui nous intéressent particulièrement. Vous avez une photo en haut à droite, vous apercevez peut-être un bourdon qui est dans une fleur de myrtille. Et les questions qu'on se pose, c'est les questions de synchronisation entre les fleurs et leurs pollinisateurs. Vu qu'il y a un changement climatique, il y a un décalage des saisons qui est évident, et toute la question c'est est-ce que toutes les bestioles, toutes les plantes se décalent au même rythme? Et si ce n'est pas le cas, quelles sont les conséquences? Et là, typiquement, l'exemple de la pollinisation, c'est un cas un peu d'étude. Il y a des plantes qui fleurissent, il y a des insectes qui émergent. Les deux sont interdépendants les uns des autres. Hein. Les insectes ont besoin de se nourrir dans les fleurs, et les fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire. Est-ce qu'ils arrivent toujours à peu près au même moment? Et si ce n'est pas le cas, quelles en sont les conséquences? Et la dernière question, qui est un peu la question cerise sur le gâteau, c'est est-ce qu'on arrive à reconnaître ces insectes juste sur la base de leur son? C'est moi qui clique ou c'est toi qui clique? C'est moi qui clique. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe? On a un appareil comme celui-ci, que vous reconnaissez ici, mais qui est sur un piquet. Donc, on a une douzaine de piquets comme ceux-là qui sont répartis sur les mêmes sites que Marjo décrivait. Donc, on a un piquet, on a un petit chapeau qui est juste pour éviter que la pluie tombe dessus. Et on les laisse, ça fait à peu près 1 mois les batteries. Et au bout d'1 mois, on vient changer les piles et, si nécessaire, récupérer la petite carte SD qui est aussi à l'intérieur. Donc ça fait des fichiers qui sont des fichiers son pour lesquels on fait des spectrogrammes. Donc c'est ce genre de truc un peu bizarroïde là, où ce qu'on représente, c'est simplement, c'est là que vous avez le temps. Et là, vous avez des fréquences, et donc ce qui apparaît en couleur, c'est l'intensité, ces fréquences. À quel point est-ce que ces fréquences-là sont représentées dans le son
qu'on écoute. Et là, c'est assez rigolo. Donc, c'est un son de cette espèce de bourdon, qui est le bourdon des prés, qui est une espèce qui est hyper répandue ici jusqu'à peu près 1500 mètres d'altitude. Et ça, c'est le son qu'il va faire quand il vole. Et là, vous avez un autre son qui est intercalé entre ces trois périodes de vol. Il y a des petites plages là, qui sont un peu moins colorées. Hein. Et ça, c'est le son que fait l'insecte quand il visite une fleur de myrtille. Donc il vient exciter en fait, la fleur avec des muscles de son thorax qui vient mobiliser, et ça fait un son typique qui nous permet, avec le micro, de savoir que l'insecte est en train de polliniser, est en train de visiter une fleur, et là en l'occurrence c'est une fleur de myrtille. On le sait parce qu'on l'a mis dans des plants de myrtille. Quelques résultats, et c'est la dernière, c'est ma dernière diapositive sur le sujet. C'est des dispositifs qu'on a implantés depuis l'année dernière, donc c'est assez récent, donc on est vraiment dans l'exploration des données. On a un premier gros résultat, c'est qu'on a réussi à développer un algorithme qui nous permet de reconnaître quand il y a un insecte qui passe. Donc on est à peu près sûr qu'on ne se plante pas, dès qu'il y a un insecte qui passe et qui vole, on le capte. Donc ça c'est super, ça paraît pas compliqué, mais c'est pas si simple que ça. Donc là ce que vous voyez, c'est les fameux 12 sites que j'évoquais. Vous voyez, alors plus ou moins, avec les noms des sites, vous avez l'altitude associée. Donc ça, c'est globalement les sites qui sont les plus bas, ça commence à Cerveau, donc à 800 mètres d'altitude. Et les plus hauts sont à 2200 mètres d'altitude, à Pécleret, qui est à Lorient aussi, où je monte demain, pour changer de pied. On a aussi ces graphiques-là. Donc là, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre simplement, quand vous avez au cours du temps, c'est le nombre de fois où on a entendu un insecte qui passait. Donc ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de savoir quand est-ce que les insectes, tout simplement, sont actifs. Et si je prends juste un ou deux sites pour comparer, là vous voyez qu'à Pécleret, 2200, donc on a entendu pour la première fois, un insecte le 1er juin, mais disons que le gros des insectes qui ont été entendus, c'était autour de la fin juin. Et je compare avec certains sites qui sont à 800 ou à 1000 mètres d'altitude, où là les premiers buzz ont été entendus le 1er avril. Donc ça, c'est justement ce qu'on va confronter avec les dates de floraison. Au même site, on regarde les floraisons de myrtille et on regarde à quel point est-ce que ça florissait au moment où ces insectes-là on avait besoin, sachant que les bourdons sont les principaux pollinisateurs de myrtille. Et une autre façon aussi de traiter ces résultats de détection, c'est la même chose que montrait Marjorie juste avant, c'est de savoir, c'est le graphique du haut. Alors c'est pas des heures, mais là vous avez le lever du soleil, et ça c'est le coucher du soleil, et c'est savoir quand est-ce que les insectes sont actifs. Alors c'est pas c'est des pourcentages, bon, je rentre pas dans les détails, mais globalement là il doit être à peu près 14 heures, autour de midi 14 heures, puis là encore une fois c'est la nuit, donc on voit qu'il y a quand même une plage d'activité qui est assez centrée sur le milieu de journée, deuxième partie de journée. Et la deuxième étape de ce travail, ça va être d'aller un cran plus loin avec ce que j'évoquais sur le lien avec la myrtille, est-ce que ça colle, est-ce que c'est bien synchrone entre la myrtille et son pollinisateur. Mais c'est aussi d'aller identifier des comportements, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a un son de l'insecte qui vole, il y a un son de l'insecte qui pollinise, donc on aimerait pouvoir ça le distinguer. Et l'autre étape, c'est ce que j'évoquais comme étant la cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir dire, ok, je sais qu'il y a un truc qui vole, tout ça, je sais que c'est des trucs qui volent, mais c'est quoi ces trucs qui volent? Quelle espèce? Parce qu'on va essayer d'aller un peu plus loin dans l'identification des espèces qui sont là. Sachant que les insectes, on a un peu plus que les mammifères. Donc pour apprendre à des algorithmes les identifications, il faut lui donner énormément à manger aux machines, avec énormément de sons par espèce pour qu'ils puissent apprendre correctement. Quelle distance du micro un insecte est détecté? C'est 1 mètre, 10 mètres, 5 mètres? Ça dépend de l'insecte. Ah oui. Ouais, en gros, ils ont tous la même sensibilité, j'imagine. Oui, il faut qu'ils soient calibrés, sinon on fait. Voilà. Et alors, ceux qui font le plus de bruit, c'est l'oreille humaine, globalement. C'est la même sensibilité. D'accord. Disons que si un gros insecte, un frelon, un bourdon,
on entendra jusqu'à 10-15 mètres. D'accord. Et après, il y a des toutes petites bestioles, des toutes petites abeilles qui font 3-4 mm, même quand je leur ai contre. Pareil, un micro, je dis. Et pour entraîner l'algorithme autant sur les images, on arrivera à reconnaître, mais à l'oreille, reconnaître les insectes, vous êtes capable de le faire pour entraîner l'algorithme ou comment est-ce qu'il distingue? Ouais, bien sûr. Alors là, je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a, en parallèle de ça, on a un autre dispositif qu'on teste, c'est pas qu'on teste, on le déploie, où en fait on vient mettre un micro comme celui-ci, mais on vient le mettre dans une tente, vraiment la même tente que quand on va faire du camping, là. Et on va chercher des insectes, et on les met dans la tente. C'est un bon moment. Et à la fin, donc, on sait mettre un nom sur l'insecte qu'on a mis dedans. Donc c'est comme ça qu'on fait l'apprentissage. Le but, c'est d'aller récupérer autant d'insectes différents que possible. Et pas d'en récupérer un par espèce, parce que pour peu qu'il était un peu petit, un peu bizarre, un peu Enrôlé. Du coup, on multiplie un peu les sessions à différentes altitudes, à différents moments de l'année, parce qu'on n'a pas les mêmes espèces. Je suis un peu déçu, je pensais que tu allais dire non, mais moi je vais reconnaître l'oreille. On se fait les tests entre le l'enregistrement vidéo, pour couper le son et l'enregistrement vidéo, après d'ouvrir l'algorithme avec. C'est exactement ce qu'on est en train d'explorer avec des collègues, même qui essayent de. Donc il y a le son. Comme je disais, les insectes, on aura beau mettre un micro contre eux, on les entendra jamais en fait. Donc le son seul pour identifier automatiquement les espèces, moi j'y crois pas. Par contre, le couplage avec d'autres méthodes qui sont effectivement la vidéo, le son et pourquoi pas l'ADN aussi, ça fait partie de choses qui peuvent passer comme ça. Et là, sur la diapositive suivante, les créneaux de fréquentation, qu'est-ce qui explique la courte durée de la fréquentation avec l'oreille aux mêmes altitudes que l'oreille? C'est juste l'orientation, les différentes orientations, parce que le créneau est super court à chaque fois avec l'oreille. Ouais, alors ce qui est sûrement assez explicatif. Alors, déjà, là, je pense qu'il y a eu je pense que là, il y a eu aussi une période où il ne devait pas faire tout le temps très très beau. Les insectes, quand il n'est pas très beau, c'est le volant en tout cas, ils n'apprécient pas beaucoup. Mais je pense que la vraie raison, c'est la question de la disponibilité locale de la ressource alimentaire. Autrement dit, c'est les insectes volants, ils fréquentent un lieu à partir du moment où il y a de la ressource, donc il y a des fleurs autour, quoi. Et là, pour peu que la floraison soit passée très vite, où il n'y avait pas beaucoup de fleurs cette année-là, bon, ils sont passés un petit moment, puis dès que c'était plus très intéressant, ils sont passés autre chose. Là, on a des cycles, je pense à celui-ci, par exemple, Auria 1100. C'est un site où il y a beaucoup de myrtilles. Mais à côté, il y a des rhododendrons, il y a des érelles bleues, et tout ça, toutes les floraisons ne sont pas exactement au même moment. Ce qui fait que les insectes ont entraîné plein de bonnes raisons pour aller venir à différentes périodes de l'année. Ouais, là, exactement, là, le site où on est, c'est moins le cas. Enfin, le site de floraison. Je t'en passe la main. Yes, ça marche, merci. Du coup, le dernier un peu gros suivi dont on voulait vous parler, c'est la collecte de crottes. Comment ça marche? Alors, on a utilisé la vue pour les pièges photos, l'ouïe pour les enregistreurs acoustiques. Quel sens va-t-on utiliser pour les crottes? L'odorat, le goût, le toucher? On n'utilise aucun des trois. En fait, du coup, on va récolter. Donc, on parcourt la forêt, les pelouses, les landes, et puis on essaye de repérer du coup des endroits où il y a des crottes fraîches. C'est important qu'elles soient fraîches. Et puis, on vient du coup les ramasser avec cette petite pince qu'on a auparavant passée au briquet. Et on vient du coup déposer les crottes dans ces tubes
qui sont ensuite envoyés à un laboratoire d'analyse qui va du coup séquencer l'ADN des crottes, à la fois pour déterminer du coup l'animal qui a fait la crotte et aussi pour savoir du coup son régime alimentaire. Donc, dans le massif du Mont Blanc, il y a eu un échantillonnage de crottes de cerfs, de chamois, de vaches et de moutons. On les utilise aussi parce que c'est non invasif et ça permet donc de connaître le régime alimentaire. Et pour répondre à quelles questions, donc par exemple, comment varie le régime alimentaire des chamois au cours de l'année? Existe-t-il une forte variabilité entre les individus du régime alimentaire au sein d'une même espèce? Est-ce que les animaux sélectionnent certaines plantes en particulier? Pourquoi? Voilà, ce genre de questions. Du coup, ça, c'est une représentation du régime alimentaire de différents chamois. Ici, ils sont tous là, dans différents départements. Et en fait, c'est vraiment juste pour vous montrer un type de représentation, parce que ce n'est pas du tout des chamois d'ici, c'est des chamois des Vosges. Donc, dans les 3 départements, c'est Haute-Saône, Vosges et Territoire de Belfort. Ouais, merci. Et donc, en fait, il y a les plantes qui ont été séquencées par l'ADN qui sont présentes ici. Et on vient représenter ici le pourcentage de chacune de ces plantes dans chacun des régimes. Donc, par exemple, on voit que les chamois ici consomment beaucoup de rosacées. Donc, dans les rosacées, on va trouver principalement la ronce, mais aussi pas mal d'autres plantes. Enfin, c'est un peu un gros tas de plantes, les rosacées. Il y a les benoîtes, les potentilles, les églantiers, enfin vraiment plein de trucs. Donc on ne peut pas du coup exactement savoir ce qu'il a consommé, mais il a consommé des rosacées. Mais là, on suspecte quand même que c'est des ronces par rapport à ce qu'on sait de l'environnement. Donc pareil, ici, enfin, dans chacun des départements, en fait, ils en consommaient énormément. Et puis après, on peut voir du coup comment ça varie un peu entre les différents individus. Ici, on voit qu'on avait un groupe d'individus qui consommaient pas mal de sapins. Ici, ceux-là qui consommaient plutôt du... ici c'est des érables, acères. Et puis, ce qui nous intéresse aussi dans le massif du Mont Blanc, c'était qu'est-ce qu'ils font dans les Landes. Est-ce qu'ils consomment de la myrtille? Donc, dans les Vosges, en tout cas, ils en consomment. Mais par contre, ils ne consomment pas du tout ce qui est rhododendron, qui est vachement pas sympa à manger, en fait. Et puis ça, c'est juste une autre représentation aussi. Donc ça, pour le coup, ça date de ma thèse dans les Bauges, où, pareil, on avait récolté des crottes et on avait fait le même type d'analyse. Et on voit aussi que les rosodés, donc, qui comprend les rosacées, étaient aussi fortement consommés, notamment par les chamois au printemps, par les chevreuils de manière générale, encore une fois les ronces, et puis un peu par le mouflon, et puis d'autres plantes qui étaient vraiment spécifiques. Ça, l'hélianthème, c'était hyper spécifique dans les Bauges, les chamois, ils en raffolaient. Du sainfoin et puis du sapin. Et puis vous voyez, ils consomment vraiment quand même une énorme quantité de plantes, quoi. Il y en avait plus de 95% de plantes consommées à l'automne dans les régimes des chamois. Donc voilà, et puis après, donc, il y a plein d'autres méthodes dont on peut discuter si vous avez envie. Ça dépend si vous avez encore la patate ou pas, mais en gros, il y a les colliers GPS, les nichoirs, et puis les observations directes avec les grenouilles. Ou sinon, on peut juste discuter si vous avez des questions. C'est comme vous voulez, globalement. Au niveau de l'envie de continuer, vous êtes comment? Genre plutôt au-dessus de 5 ou moins de 5? Plus? Ouais? On peut continuer? Ok. Donc là, on voulait vous introduire un peu les colliers GPS parce que c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Nous, dans le massif du Mont Blanc, on n'a pas d'animaux sauvages, pas d'ongulés sauvages qui sont équipés de colliers GPS, mais par contre, on a des animaux domestiques. On a des vaches et des moutons, juste des brebis.
Et en fait, les colliers GPS, ils sont mis sur les ongulés sauvages dans le massif des Bauges, qui est un site, où il y a un site de suivi vraiment à long terme des chamois. Et donc, les colliers GPS, ça ressemble à ça. Ça, c'est 2 types différents qui font à peu près le même poids. En fait, un collier GPS, ça ne doit pas faire plus de 3% du poids de l'animal, pour pas que ça l'impacte dans ses déplacements et puis dans sa survie. Ça ne doit pas dépasser 400 grammes, et puis ça envoie des données, pareil, qui sont programmées. Donc, on va lui dire, envoie-nous des données toutes les 3 minutes, par exemple, pendant cette période de l'année, puis ensuite tu passes à 15 minutes. Voilà, on peut vraiment programmer comme on a envie. Et ce collier, du coup, il se détache au bout d'1 an automatiquement. Donc après, il faut aller le retrouver avec du coup, le GPS. Donc ça, c'est une représentation du trajet d'un chamois qui s'est déplacé du coup dans les Bauges, sur un des sommets des Bauges. Et ici, on a une autre représentation où on voit du coup les interactions entre sauvages et domestiques. Donc en rose, on a 3 colliers GPS posés sur des brebis. En bleu, c'est 3 colliers GPS posés sur des bouquetins. Donc on voit qu'ils se déplacent à un certain moment, ils se rencontrent et puis ils se redéplacent. On a le jour ici qui avance. Donc ça, c'est au mois d'août. Et puis, on va voir apparaître d'autres points, normalement. Il y a un moment, il y a des points noirs qui vont apparaître, c'est des randonneurs qui vont suivre les sentiers, parce que l'idée, c'est aussi de voir comment la présence humaine, du coup, influence le déplacement des animaux. Et donc, à partir de ces informations de collier GPS, on va pouvoir calculer des domaines vitaux, donc l'espace que chaque individu utilise, faire des analyses de sélection d'habitats, donc est-ce qu'ils vont sélectionner vraiment plutôt certains habitats par rapport aux disponibles ou pas, est-ce qu'il y a des chevauchements spatiaux entre les individus ou entre différentes espèces. Et du coup, je ne vous ai pas parlé des 2 autres types de colliers, mais ça, c'est des colliers juste visuels, on va dire, ou avec des lettres marquées dessus, du coup, qui sont spécifiques à chaque individu, et du coup, qui vont permettre de faire des suivis de survie d'individus. Donc pour ça, il va falloir aller sur le terrain avec les jumelles et regarder, et puis noter du coup les lettres qu'on voit sur tel individu ou sur tel autre. Et donc ça, ce sera fait tous les ans, et on va pouvoir du coup estimer des survies. Et ça, c'est des colliers VHF, où pareil, il y a à la fois les lettres, donc pareil pour le même principe de survie, et puis là, ça émet aussi quand l'animal est vivant. Donc en fait, là, il faut se balader avec une antenne pour trianguler, identifier du coup la position de l'animal, et ça nous permet de savoir est-ce qu'il est vivant à l'instant T ou pas, même si on ne l'a pas vu, quoi. Du coup, voilà, dans le Mont Blanc, donc il y a 3 brebis équipées de colliers GPS à Blétière à chaque saison d'estive, donc de juin à septembre depuis 3 ans, pour un troupeau d'environ 60 brebis, et les données, elles sont enregistrées toutes les 2 minutes, du coup dans le cadre du projet Herbiland. Et donc ça, c'est des productions qui ont été faites par Agathe, où on peut voir du coup ici toutes les positions de la brebis 30 031 du coup pour chaque heure pendant la saison d'estive. Et puis on peut en extraire du coup d'autres informations, donc la distance par exemple qu'elle parcourt, la distance cumulée. Donc on voit qu'elle fait 16 km à peu près par jour, ce qui est quand même pas mal. Ensuite on peut voir le dénivelé qu'elle fait, donc 1764 mètres pareil toutes les 24 heures. Et puis ah non, pardon, ça c'est l'altitude. L'altitude, elle est à 1764 mètres, ça faisait beaucoup en effet. Mais bon, elle fait quand même 687 mètres par jour. Voilà. Voilà pour les colliers GPS. Après, donc, on a les nichoirs à mésanges qui sont ici. Oh, du coup, il y a la petite porte qui s'ouvre. Les oiseaux peuvent venir faire leur nid. Qui est souvent, du coup, nous, du coup, on suit les mésanges, donc c'est constitué principalement de mousse et puis ensuite d'un peu de bourre, de poils d'animaux, dans lesquels, ici,
les petits poils d'animaux dans lesquels elles viennent faire un petit creux et déposer leurs œufs. Donc ça, les nichoirs à mésanges, ils ont été suivis pendant près d'une dizaine d'années, et ils étaient aussi répartis à différentes altitudes, donc plutôt à 1700 mètres d'altitude, juste au-dessus de Valorcine, et puis d'autres vers 1900-2000 mètres. La taille des points, ça indique ici le nombre d'années d'occupation du nichoir, donc on voit qu'il y en a certains qui sont vraiment préférés, et puis d'autres vraiment très peu occupés. Et en fait, là, on passait toutes les semaines pour noter du coup le stade d'évolution du nid, le nombre d'œufs qui étaient produits, et puis ensuite, une fois que les œufs étaient éclos, on notait le poids aussi des œufs, on notait le stade d'avancement des oisillons, pour pareil s'intéresser du coup à la phénologie de la reproduction de ces oiseaux-là, et faire le lien avec différentes variables environnementales. Et ça, c'était un des types de graphiques qu'on peut extraire. Donc là, par exemple, on a la date de ponte des nichoirs en fonction des différentes années pour les deux altitudes. Je me suis trompée d'ailleurs, c'était 1003 et 1009. Et donc, on pouvait voir qu'il y avait des fortes variations entre les années pour les dates de ponte, et que en fait, c'était fortement relié à la température moyenne au printemps. Donc, plus il faisait chaud, plus les mésanges pondaient tôt, et inversement. Et puis, indirectement, du coup, c'était aussi relié à la date de fonte, à basse altitude, et puis à la date de débourrement. L'idée étant que les arbres vont débourrer, vont faire des chenilles, et il faut que du coup les mésanges, au moment où elles nourrissent leurs oisillons, qu'il y ait des chenilles qui soient disponibles pour nourrir les oisillons. Donc pareil, l'histoire de synchronisation, désynchronisation, elle est intéressante ici aussi à étudier. Et puis, du coup, un des derniers suivis qui utilisait du coup cette fois-ci des observations directes, c'est donc les suivis de phénologie de la grenouille rousse, avec le suivi de mares à Valorcine et de mares à Loria, où pareil, on passe chaque semaine, ça c'est un suivi qui est encore en cours, on passe chaque semaine noter le stade de développement des têtards, et puis ensuite, du coup, jusqu'à grenouillette à la fin. Et pour ça, on avait notamment mis en évidence que la date de première ponte, parce que oui, on ne notait pas uniquement le stade des grenouilles, on note aussi la date de ponte et puis la quantité de ponte que les grenouilles font. Et on avait noté du coup que la date de première ponte, elle était fortement dépendante de la date de fonte. Donc plus il fait chaud, plus ça fond tôt et plus les grenouilles vont pondre tôt. Et à l'inverse, du coup, la compensation un peu négative de ce truc-là, où on se dit, du coup, elles vont avoir une plus longue saison pour se développer, elles vont être vachement plus en forme. À l'inverse, potentiellement, il va y avoir plus de jours de gel qui peuvent, du coup, impacter les œufs et entraîner la mort. Ou alors, en été, l'assèchement des mares qui font que les grenouilles ne peuvent pas atteindre leur stade final de développement. Donc ça, c'est un peu la compensation qui fait que, ok, c'est cool, il fait plus chaud, on peut commencer plus tôt, mais d'un autre côté, il y a plus de risques aussi de gel ou d'assèchement. Et voilà, pour finir, si vous participez pas déjà du coup à des programmes de sciences participatives du CREA, vous pouvez rejoindre ce qui vous attire, quoi, soit Wild Mont Blanc, donc noter les photos, classifier les photos issues des pièges photos, participer à Phénoclim, qui est un programme du coup de suivi de phénologie des arbres, donc là on passe plutôt sur la végétation. Belle rencontre où vous notez à chaque fois que vous observez une espèce quand vous êtes sur le terrain, ou en montagne, en randonnée. Floraison d'altitude pour le suivi de la myrtille. Voilà, vous pouvez retrouver tous les programmes du coup sur Spot. Et puis, si vous participez déjà à Phénoclim ou à Wild Mont Blanc, en fait, il y a une enquête qui est en cours pour comprendre comment la participation du coup, à ces programmes de sciences participatives transforme la relation au vivant, à la nature, au territoire. Et donc, si vous avez 10-15 minutes, n'hésitez pas à répondre aussi en flashant le QR code. Et voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions.